Le yuri, c'est un genre de manga ou animé qui aborde les relations entre filles. À l'occasion de la sortie de l'adaptation animée de Citrus, je pense qu'il est intéressant de revenir sur ce sujet. Je ne me présente pas comme un spécialiste du genre, juste comme un fan. J'ai d'ailleurs appris récemment que pour les japonais, le yuri regroupait toutes les œuvres dans lesquelles on peut trouver le moindre sous-entendu entre deux filles, sans qu'elles soient forcément lesbiennes. C'est donc de mon point de vue occidental que je vais parler des différents types de yuri qu'on peut trouver. Le palier zéro du yuri, c'est simplement votre imagination. C'est théoriquement le plus gros car il regroupe toutes les œuvres qui n'entrent pas dans les prochaines catégories et qui comportent au moins deux personnages féminins. Par exemple, je dis n'importe quoi, dans Naruto, le fait de voir Sakura et Hinata comme un couple potentiel. Ça n'a aucun sens et c'est pas du tout un manga yuri, mais si dans votre imagination ça passe, alors pourquoi pas. Et ça peut tout concerner, les mangas, les jeux vidéo et même les publicités pour McDonald's. Le yuri n'a pas de limite. À partir du palier suivant, les japonais considèrent que c'est 100% du yuri, et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Dans la culture asiatique, c'est assez courant entre filles d'avoir un comportement très tactile, même en étant complètement hétérosexuel. Bon après peut-être pas aussi tactile que ce qu'on voit dans les animés, mais vous m'avez compris. De plus, les établissements scolaires réservés aux filles et aux garçons existent encore, là où c'est devenu très exceptionnel chez nous. Du coup, dans ce genre de situation, les sous-entendus sont très faciles et nourrissent l'imagination de tout un chacun, y compris les filles. En effet, il faut se débarrasser de l'image du mec qui se paluche devant deux lesbiennes. Au Japon, le yuri cible un public à la fois masculin et féminin, même si certaines œuvres visent plutôt l'un ou l'autre en particulier. Bref, le premier vrai palier, c'est ce qu'on appelle le yuri bait. Bait qui signifie leurre, appât en anglais. C'est un peu fourbe car en fait c'est quand l'auteur fait croire à du yuri, mais qu'ensuite un élément de l'œuvre écarte totalement la possibilité d'une relation homosexuelle. Ça ressemble à du yuri, ça sent le yuri, ça a le goût du yuri, mais c'est pas du yuri. Comme exemple, je pourrais citer Hibike Euphonium. Pourquoi Kyoani? Je pensais qu'on pouvait s'entendre tous les deux, que tu me voulais du bien. Pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi? Et sinon, il y a aussi Souvenir de Marnie des studios Ghibli. Tout à fait, je parle de yuri dans un film Ghibli. Alors, je me suis demandé si c'était moi qui avais un esprit tordu, mais non, apparemment, je suis loin d'être le seul à avoir vu ça. Après, sans vouloir spoiler, à la fin on comprend que cette relation n'est pas possible, mais la mise en scène tout au long du film est clairement faite pour que notre imagination y voit du yuri. En plus, avec comme personnage principal une adolescente, garçon manqué, aux cheveux courts, rejetée par ses camarades parce qu'elle est différente, en l'occurrence métisse, y a de quoi se poser des questions. Deuxième palier, c'est ce que j'appelle le sous-texte. Il s'agit de tous ces animés au design moe avec beaucoup de personnages féminins, comme les séries de Magical Girls ou de groupes d'idols qui sont un terreau particulièrement fertile. Je parle de sous-texte parce que les filles dans ces séries ont des relations qui vont d'une amitié très fusionnelle à ambiguë. En gros, il y a plein d'éléments, volontaires la plupart du temps, qui sous-entendent que tel et tel personnage féminin s'aime de manière plus ou moins romantique. Mais au fond, c'est pas sûr, on garde le suspense quoi. Comme exemple, il y en a tout un tas. Shakunetsu no Takkyu Musume, Inugami-san to Nekoyama-san, Akuma no Riddle, Flip Flappers, Hana Yamata, Amanchu, Kankole, Madoka, Love Alive, Lucky Star, Iseta, Gakko Kurashitaki, Mahime, Haifuri, Yudu Camp, Yudu Yuri, New Game, Anapi, Keioni Damari. Les Yuri. Dans tous ces animés, des personnages féminins se disent, de manière implicite ou explicite, qu'elles s'aiment, mais sans sortir ensemble, sans qu'il se passe rien de concret, où on reste dans le flou, quoi. Et les quelques fois où les personnages parlent de leurs sentiments, c'est pas du tout développé ou pas pris au sérieux. Le truc, c'est que, selon la vision japonaise très large du yuri, ces animés en contiennent. Mais est-ce que vous classeriez réellement ces séries dans la catégorie yuri? Pour ceux avec des scènes très explicites, peut-être, mais pour la plupart, ce côté-là est secondaire, l'histoire est centrée autour de complètement autre chose. Le côté yuri vient aussi du fait qu'il n'y a pas ou quasiment pas de garçons dans la plupart de ces animés. Dans le cadre d'un lycée pour filles, on peut comprendre pourquoi, mais dans d'autres on sent que c'est un peu forcé. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas voir ces animés pour avoir une réflexion sur l'homosexualité féminine au Japon. La plupart sont des tranches de vie ou de la comédie, et les quelques-uns plus sérieux n'abordent aucunement la question de l'amour entre deux personnes de même sexe. C'est là qu'on arrive au troisième palier, et j'ai pas vraiment trouvé de nom pour celui-là. Mais en gros, c'est quand un animé contient un personnage féminin explicitement homosexuel, mais que ça ne concerne pas le propos principal de l'œuvre. Si vous trouvez un nom sympa pour cette catégorie, dites-le moi dans les commentaires, je suis preneur. Ça peut concerner autant un personnage secondaire, comme Yayoi dans Psycho Pass, Yuri dans Utena, Sailor Uranus et Neptune dans Sailor Moon, qu'un personnage principal, comme dans Kuzuno Honkai, Shinsekai Yori, ou encore La légende de Korra si on sort de l'animation japonaise. Donc là, on sait clairement que tel personnage est homosexuel, ou au moins bisexuel, sauf que c'est pas le sujet de l'animé et ça ne change quasiment rien à l'histoire, outre les relations entre les personnages. À la limite, pour Kuzuno Honkai, ça permet la découverte d'une autre sexualité pour Hanabi,
mais le fait que ça soit une relation homosexuelle ne change rien à l'enjeu principal. Du coup, techniquement, tous ces animés contiennent du yuri, beaucoup plus explicite que dans la catégorie précédente, mais on ne peut pas pour autant les qualifier d'animés yuri, parce que ce n'est pas le propos. Autant pour Utena et Sailor Moon on peut discuter parce qu'ils peuvent également faire partie du deuxième palier, mais genre pour Shinsekai Yuri, je ne pense pas qu'en recherchant dans toutes ces fiches techniques on trouve une seule fois le mot yuri dans ses thèmes principaux. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet. À partir de là, il n'y a aucun doute, c'est du yuri. Quatrième palier, le shoujo ai. Alors on m'a dit que c'était un terme inventé par les occidentaux et qu'au Japon ça n'avait pas du tout la même signification. Et c'est vrai, mais je le trouve intéressant tout de même. Le shoujo ai, c'est une histoire d'amour entre filles sans le côté charnel. Et même si c'est un aspect que j'aime bien, une simple romance innocente de temps en temps, c'est mignon. En termes d'animé, il y en a pas tant que ça, alors même que l'industrie du manga en regorge. Je pense que commercialement, c'est plus tentant d'adapter une histoire basée sur le fanservice, implicite comme dans le deuxième palier, ou très explicite comme dans ce qu'on va voir plus tard, plutôt qu'une petite romance avec très peu de fanservice. Je vais parler des trois qui sont, je suppose, les principaux représentants du genre. Aoi Hana, c'est l'histoire de Fumi, une jeune fille qui vient d'avoir le cœur brisé car elle avait des sentiments pour sa cousine qui va se marier prochainement. En entrant au lycée, elle croise une amie d'enfance et tombe amoureuse d'une senpai populaire qui fait du théâtre. En bref, c'est de la pure romance, des triangles amoureux, et c'est tout. Et j'avoue que je me suis pas mal ennuyé parce que la romance c'est cool, mais s'il n'y a que ça, c'est pas très intéressant quoi. Il y a certains trucs qui marchent, mais les personnages réagissent sans arrêt de manière dramatique et se mettent à pleurer sans raison trop souvent, et à force on perd en poids émotionnel. Cerise sur le gâteau, la seiyuu de Fumi joue tellement mal. Sans déconner, j'ai pas entendu ça depuis Mamimi dans Furikuri. Après recherche, j'ai vu qu'elle n'avait quasiment rien fait depuis et je comprends pourquoi. Mais peu importe tout ça, car cet animé me permet de vous présenter l'un des principaux archétypes du yuri, la fameuse senpai plus cool que les mecs. Elle est souvent grande avec les cheveux courts et une allure de garçon manqué. C'est en gros le prince charmant des écoles pour filles pour qui ses petites camarades vouent une adoration sans limite. Et j'ai deux trucs à dire là-dessus. Le premier, c'est que ce type de personnage fait beaucoup penser au théâtre japonais Takarazuka, qui a la particularité de n'avoir que des actrices même pour les rôles masculins. Ces comédiennes qui jouent des hommes, appelés otokoyaku, sont de la même façon grandes avec des traits androgynes, les cheveux courts, et plaisent beaucoup au public féminin. C'est typiquement Sailor Uranus, Kashima dans Gekkan Shoujo Nozaki-kun, et donc Yasuko dans Aoi Hana. La deuxième chose, je suis content d'en parler car c'est une information dont j'ai eu la confirmation par témoignage. Cet archétype de senpai plus cool que les garçons, il existe complètement dans la vraie vie, notamment dans les écoles pour filles. Dans un environnement avec peu de repères masculins en dehors de la famille, les adolescentes tournent leur attention vers d'autres filles plus âgées avec parfois des traits masculins. Il y a même des couples de filles qui se forment sans qu'elles soient forcément homosexuelles et qui durent en général le temps de leur scolarité commune. Le deuxième animé, c'est Sasameki Koto. On y suit Sumika, elle est amoureuse de son amie Ushio qui est aussi lesbienne mais préfère les petites filles mignonnes là où Sumika est plus grande et mature. Du coup, celle-ci cache non seulement ses sentiments, mais aussi son orientation sexuelle. C'est de la comédie, c'est léger et franchement sympa. Je l'ai vu après Aoi Hana et ça m'a bien rafraîchi. Avec Sasameki Koto, on entre un peu plus dans l'un des intérêts du yuri, qui est de parler de l'homosexualité au Japon. Alors, c'est pas parce qu'une œuvre contient des personnages homosexuels qu'on doit forcément avoir un message social, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant. Si on regarde un animé parce qu'il contient du yuri, mais que le yuri n'apporte pas grand chose, autant regarder une romance hétérosexuelle classique, ou alors on ne s'intéresse qu'au côté fanservice et c'est dommage. Bref, dans Sasameki Koto, l'homosexualité du personnage principal est un enjeu important parce que tant que son amie ne sait pas qu'elles sont du même bord, elle ne peut pas avoir conscience de ses sentiments. Après, cet animé reste une comédie, donc la question ne va pas plus loin. Dans Aoi Hana non plus, il y a quelques personnages qui ont une petite réaction quand ils apprennent l'orientation sexuelle d'un autre, mais c'est pas très développé. Troisième animé shoujo ai, Kashimashi. Je préviens juste que j'ai lu le manga mais pas vu l'animé, donc je vais parler de l'histoire en espérant qu'il n'y ait pas trop de différence entre les deux. Hazumu est un jeune garçon amoureux de Yasuna, une fille qui a la particularité de ne pas voir le visage des hommes. Le seul justement qu'elle arrive à percevoir un peu, c'est Hazumu, et c'est sans doute à cause du fait qu'il soit un peu efféminé, qu'il aime les fleurs et tout ça. Un jour, Hazumu meurt dans un accident et est ressuscité par un scientifique extraterrestre, sauf que ce dernier lui donne un corps de fille. Comme tout bon personnage d'anime qui se respecte, malgré cet événement complètement surréaliste, Hazumu va reprendre sa vie quotidienne avec toutes les conséquences que son changement de sexe va provoquer sur son entourage. Alors Kashimashi, c'est du yuri qui mélange de la science-fiction et de la comédie. C'est pour ça que le coup du changement de sexe passe comme une lettre à la poste. Si cet animé ne traite pas le côté social de l'homosexualité féminine, en revanche il pose tout un tas de questions au niveau sentimental. Yasuna, qui ne voyait dans Hazumu qu'un garçon un peu particulier, tombe amoureuse d'elle depuis son changement de sexe. Est-ce parce qu'elle est réellement lesbienne?
ou parce qu'il lui manquait juste un déclic pour découvrir ses sentiments pour Azumi? Tomari, l'amie d'enfance de Azumi, qui en est également amoureuse, doit-elle renoncer à ses sentiments à cause de ce changement? Asuta, son meilleur pote, doit-il toujours la considérer comme un ami, ou peut-il ressentir du désir à cause de son nouveau corps? Et je ne suis plus sûr car mes souvenirs datent un peu, mais je crois même que Azumi se demande à un moment si elle doit remettre en cause ses sentiments du fait qu'elle est devenue une fille. Toutes ces interrogations sont autant de sources de quiproquos qui viennent ponctuer l'intrigue d'humour, tout en entourant l'enjeu principal. L'héroïne va-t-elle choisir la fille dont elle est tombée amoureuse, ou son amie d'enfance qui lui révèle ses sentiments? C'est très mignon sans devenir niais, c'est drôle avec aussi des côtés plus sérieux et dramatiques, donc regardez Kashimashi. S'il y a une critique que je pourrais formuler vis-à-vis de cette œuvre, c'est que son originalité induit sa plus grande faiblesse. Je m'explique. Il s'agit bien de Yuri, mais comme le personnage principal est un garçon à la base, aussi efféminé soit-il, on ne peut pas affirmer que les personnages féminins sont homosexuels. Yasuda ne dit pas qu'elle est spécialement attirée par les filles, c'est juste qu'elle ne voit pas le visage des hommes. C'est comme si on lui donnait une excuse pour avoir un comportement homosexuel sans qu'elle le soit vraiment. Idem pour le héros qui devient une héroïne et qui donc aime les filles parce que c'était un garçon à la base. Et idem pour l'amie d'enfance qui était amoureuse du héros avant son changement et pour qui les sentiments sont restés les mêmes. Pour le coup, Kashimashi joue complètement la carte du « on tombe amoureux d'une personne, pas d'un sexe ». Et je trouve dommage cette forme de pudeur de ne pas montrer de personnages ouvertement homosexuels alors que l'histoire parle principalement de ça. Et je dis ça alors même que j'adore ce manga et que je pense que c'est un monument du Yuri. Bref, c'est bien mignon le shoujo-ai, mais je sais ce que vous attendez. Le vrai Yuri. Les nanas qui matent leurs camarades au moment de se changer dans les vestiaires, les roulages de pelles cachés sous un rideau dans un lycée pour filles, et les fleurs de lys qui débordent de l'écran. Mais d'abord j'aimerais analyser avec vous la signification du désir féminin à travers... Non, je déconne. Yuri! Le souci avec moi, lorsque je suis fan d'un genre, c'est que je deviens exigeant. Et quand je vois ce qu'on a comme Yuri en animé, je trouve qu'on n'est pas très gâté. En tout cas par rapport à ce qu'il y a en manga. On peut trouver 3 types d'animé Yuri. Le premier, c'est lorsque le Yuri est un prétexte. On regarde le Yuri pour le Yuri, et même là où on n'en a pas forcément besoin, eh bien on va se débrouiller pour que ce soit central dans le scénario. C'est typiquement le genre auquel je n'accroche pas, lorsque le Yuri sert exclusivement de fanservice. Par exemple, je range là-dedans des animés comme Sakura Trick, Strawberry Panic, ou encore Valkyrie Drive. Dans ces séries, le Yuri est banalisé, tout le monde est gay ou alors on ne se pose aucune question et c'est tout. La romance est réduite à son minimum quand elle n'est pas simplement inexistante, et au final on arrive tout simplement à une forme de hentai soft. C'est le but de ces animés, me direz-vous? Certes, je comprends qu'ils plaisent à un certain public, mais je n'en fais pas partie, et je regrette un peu l'image que ces animés donnent au genre Yuri. Le deuxième type, c'est lorsque le Yuri est un enjeu. Là, on a une vraie romance et l'homosexualité est traitée plus sérieusement. En fait, c'est comme le shoujo-ai, mais les personnages vont un peu plus loin dans leur relation que se tenir par la main et se faire des bisous sur la joue. Récemment, on a eu Netsuzu Trap, désormais Citrus, et bientôt on aura Kase-san. Avec ces animés, je vais pouvoir parler d'un autre archétype, qui est la complémentarité des personnages. Ce n'est pas propre au Yuri, mais en gros c'est l'idée simple d'avoir des personnages qui s'opposent au niveau de l'apparence, de la couleur de cheveux, du comportement, etc. Ça nous permet de mieux les identifier et de créer un contraste intéressant entre les deux. Ainsi, dans Kase-san, on a d'un côté une petite fille mignonne et féminine qui s'intéresse aux fleurs, et de l'autre une grande sportive garçon manqué avec une grosse poitrine. Venons-en à Citrus, qui a popularisé le couple formé par une gyaru blonde plus timide qu'il n'y paraît, et une fille sérieuse brune moins sage qu'elle n'en a l'air. Ça raconte l'histoire de Yuzu et Mei, deux filles au caractère opposé qui deviennent sœurs suite au remariage de la mère de l'une avec le père de l'autre. À première vue, on dirait une histoire assez simple avec du fanservice et des facilités de scénario, et c'est pas totalement faux. Mais Citrus cache des choses un peu plus profondes, et je pense que c'est ça qui démarque cette œuvre d'autres mangas Yuri et l'a rendue populaire. La relation entre Yuzu et Mei ne se développe pas par hasard. Si chacune est intriguée par l'autre, c'est qu'elles arrivent à voir un côté de leur personnalité que personne d'autre ne voit. Mei ressent les désirs refoulés et la curiosité de Yuzu, tandis que Yuzu remarque la souffrance de Mei sur son visage, là où tout le monde ne voit qu'une jeune fille modèle et obéissante. De plus, il y a en permanence une putain de tension sexuelle entre les deux personnages à plusieurs niveaux. Elles s'attirent alors que d'un côté Yuzu veut maintenir son image de gyaru qui s'y connaît en mec, et de l'autre Mei subit une pression sociale et familiale pour rester moralement irréprochable. D'une part, Yuzu se questionne sur son rôle de grande sœur par alliance, et d'autre part, Mei répond de manière robotique aux signaux de désir qu'elle perçoit. À la fois elles se détestent et n'ont rien en commun, et à la fois elles sont curieuses de l'autre et physiquement attirées. Et c'est cette relation d'amour-haine qui est intéressante. Enfin, le troisième type d'animé purement Yuri, c'est Yurikuma Arashi. Cette série est tellement unique qu'elle occupe une catégorie à elle seule. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Ikuni, mais Yurikuma Arashi c'est juste un véritable hommage au Yuri dans un univers surréaliste. Cet animé mélange à la fois des éléments très concrets et très symboliques, des côtés très mignons et très sombres, il porte à la fois des messages évidents sur l'homosexualité et plusieurs autres niveaux de lecture. Un exemple dont je ne parle pas dans mon autre vidéo, c'est la façon dont les personnages sont sélectionnés pour être jugés.
Dans Yuri Kuma Arashi, les élèves votent avec leur téléphone portable pour désigner les coupables qui sont généralement des personnes isolées. Ce simple élément peut signifier tellement de choses, que ce soit le regard de la société qui cherche des boucs émissaires dans les minorités, l'impact des réseaux sociaux qui crée une forme de justice populaire moyenâgeuse, ou encore la pression sociale subie par les élèves dans le système éducatif japonais très formaté. Yuri Kuma Arashi contient du fanservice, de l'humour, du drame, de l'action, des contes, bref c'est un univers très riche et très intéressant. Le seul défaut que je peux soulever, c'est son manque d'accessibilité. Je comprendrais tout à fait que des gens laissent tomber son visionnage, mais le plus important c'est d'au moins lui donner une chance. Dans mon autre vidéo, j'avais aussi parlé du chara-design d'Akiko Morishima, grand auteur de manga Yuri. Quelle parfaite transition pour aborder les mangas. J'avais dit que cette mangaka était la déesse du manga Yuri, eh bien je vais revenir un peu sur mes propos. Peut-être qu'en termes de quantité c'est la meilleure, mais en termes de qualité j'ai été un peu déçu. Morishima crée des univers très mignons et très gays, mais peut-être un peu trop gays. Et quand tout le monde est gay et gentil, eh bien on perd un peu en intérêt, à la manière des animés où le Yuri n'est qu'un prétexte pour voir des nanas se rouler des pelles. C'est elle qui a fait l'adaptation manga de Yuri Kuma Arashi, et là aussi c'est beaucoup plus gentillé que dans l'animé. C'est pourquoi je vais vous proposer des mangas avec un peu plus de substance. Alors, dans ce qui est publié en France, on va pas se mentir, c'est pas un marché florissant. Même pour un titre récent comme Citrus, on ne trouve en magasin que le dernier tome sorti, et certains numéros ne sont même plus commandables. On peut trouver par exemple Ebisu and Hotei, un one-shot sur la relation entre deux collègues de bureau. C'est très sympa, le message de fin est assez joli, et anecdote amusante, ce manga est sorti peu après l'adoption de la loi sur le mariage homosexuel. Dans ce qui n'est pas publié en France, on a un certain nombre de perles que je vais présenter rapidement. Purple Lips, une romance entre une jeune employée pauvre et une riche héritière, une histoire mignonne et chaleureuse avec un message sur la condition sociale. Honey Crush, une jeune fille qui meurt dans un accident et reste sur Terre parce qu'elle est amoureuse d'une autre fille, mais seule sa rivale en amour peut la voir. Mignon et dramatique à la fois, c'est de la bonne. Tonari no Lobo, une romance entre une fille qui grandit et une gynoïde qui ne change pas d'aspect physique. Plutôt cool, mais un peu court malheureusement. Happy Sugar Life. Si vous aimez les yandere, ce manga est fait pour vous. Bright and Cherry Amnesia, un couple de fans dont une perd la mémoire et retombe amoureuse de sa copine. C'est une comédie par Tamamushi, un autre grand nom du Yuri sur internet. 141 108, un webcomic magnifique autant sur le fond que sur la forme. Si je pouvais résumer mon impression après l'avoir terminé en un mot, ce serait... Si vous vous intéressez au thème de l'inceste, je vous conseille la quasi-entièreté du répertoire de Mochiole, un mangaka qui est obsédé par ça. Sinon, il y a aussi Sayuri-san no Imoto wa Tenshi, une petite sœur devenue un ange qui a des sentiments pour sa grande sœur. Mais selon moi, le manga qui traite le mieux ce thème, c'est Une fois un demi. C'est sûr que ça se prononce pas comme ça, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Je suis pas spécialement fan d'inceste, en général ça sert plus de fanservice qu'autre chose, mais avec ce manga j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y a un vrai enjeu derrière, et que c'est traité de manière intéressante. Surtout que ça parle de la relation entre une fille et une mère, donc c'est d'autant plus difficile à aborder. Mais je développerai ce thème dans une autre vidéo. Enfin, pour finir, le manga Yuri du moment, c'est My Lesbian Experience with Loneliness, de Nagata Kabi. C'est un manga autobiographique sur les problèmes psychologiques de l'auteur et la découverte de sa sexualité, et c'est juste excellent. Après le Japon, ça a été publié aux États-Unis, ça a fait un carton et ça serait super cool que ça arrive en France. Le truc c'est que ce manga est intéressant pour tout le monde, pas seulement pour les fans de Yuri. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de Yuri vous a plu, que vous aimez voir une jeune fille découvrir une sexualité alternative en luttant contre les préjugés sociaux, ou simplement deux nanas qui se bécotent pour le plaisir, rappelez-vous que la même passion coule dans nos veines. Pour finir, certains, ou plutôt certaines, se demandent sûrement si je ferai une vidéo sur le yaoi. Eh bien pour le moment c'est pas prévu, tout simplement parce que j'ai très peu de connaissances sur le sujet, et que c'est pas un genre de lecture qui m'intéresse, au même titre que par exemple les animés et les mangas sur le sport. Le seul yaoi que je lis, c'est Shimanami Tasogare. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est un manga qui parle des difficultés que rencontre un jeune homosexuel dans la société japonaise, plutôt qu'une simple romance. Si ça vous intéresse, ce manga parle de l'homosexualité au Japon en général, du travestissement et même du changement de sexe. Si vous voulez absolument voir une vidéo qui parle de yaoi, je vous invite à regarder celle de Pause Manga qui est plutôt intéressante, et en attendant, je vous dis à bientôt.